2023, on avait déjà commencé le virage, en fait, pour vraiment arriver en 2024 avec un positionnement plus clair au niveau de la marque. Évidemment, on n'a pas fait des changements qui étaient trop abrupts pour vraiment tuer nos résultats d'algorithme. Donc, c'est des tactiques comme ça qui font en sorte qu'on est un peu plus présent dans l'écosystème. Puis évidemment, c'est quelque chose qu'on veut transporter au Canada anglais aussi. Donc, on est de retour sur le podcast Commercialité. Aujourd'hui, on est avec Louis-Philippe Charland, un acteur clé au sein de l'équipe de Rona, où il joue un rôle déterminant dans le repositionnement et le rayonnement de la marque emblématique du secteur de la rénovation au Canada. En tant que responsable du marketing, tu as entrepris, Louis-Philippe, une transformation ambitieuse en menant le passage du marketing de performance de l'organisation à une stratégie axée sur la notoriété de marque. Sous ta direction, Rona a non seulement renforcé sa présence dans l'esprit des consommateurs, mais continue de se positionner comme un leader de confiance avec un réseau de plus de 425 magasins et une offre omnicanale qui rassemble plus de 350 000 produits. Louis-Philippe, merci beaucoup d'être sur le podcast Commercialité aujourd'hui. Salut Antoine, merci beaucoup pour l'invitation. C'est super excitant. Donc là, il y a des gros changements, beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler chez Rona. On enregistre le podcast 14 novembre 2024 et tu nous disais juste avant qu'on débute, Renault Dépôt, c'est terminé, tout a été unifié. Peut-être juste qu'on commence un petit peu là-dessus, les nouvelles avec Rona, comment ça se déroule? Écoute, ça va vite, ça va bien. Il y a eu beaucoup de changements dans la dernière année et demie au niveau du réseau. Fait que c'est sûr, on est au Québec ici, donc on est plus exposé à Renault Dépôt, mais initialement, là, puis je vais peut-être faire un retour dans le temps. Là, 1 an et demi, on avait 3 bannières. Donc, on avait obviously Rona, on avait Renault Dépôt et Lowe's dans le Canada anglais. Ouais. Donc, on a évidemment, le Lowe's a quitté le pays, a vendu, Lowe's nous avait acquis là, en 2016. Donc, a vendu Rona à une compagnie qui s'appelle Sycamore Partners. Donc, c'est nos nouveaux owners. Donc, on a consolidé le réseau pour avoir juste une seule bannière qui est maintenant Rona. Donc, on a fait une grosse transformation dans le Canada anglais dans la dernière année et demie. On a transformé toutes les Lowe's en Rona Plus, qui est notre format Big Box, grande surface. Et on a complété la transformation dernièrement. Le 10 octobre a été la dernière journée des Renault Dépôt, qu'on a aussi converti en Rona Plus, qui était quand même une marque assez chouchou des Québécois. Donc, on a juste changé le branding. Les magasins restent encore des magasins grande surface, mais maintenant avec un nouveau nom pour Rona Plus, qui est vraiment notre offre là, de grande surface. Donc, on a toutes les catégories, puis on a vraiment là, un service plus, étant donné la dimension du magasin. Bon, c'est intéressant de donner du contexte à notre audience. Louis-Philippe, peut-être si on retourne un peu en arrière, je vais toujours poser des questions au directeur marketing, à savoir à quoi ressemblait l'entreprise quand tu l'as intégrée, où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qui se déroulait de bien, quel était le diagnostic que tu as fait de la situation. Peut-être tu peux nous ramener à ce moment? Oui, en fait, je peux même faire peut-être un pas en arrière encore plus grand. J'ai passé une quinzaine d'années en agence média, plus précisément. Puis un de mes clients dans les années 2010, 11, 12, 13, 14, c'était d'ailleurs Rona. Donc, évidemment, je connaissais la marque déjà. À cette époque-là, c'était Rona et Renault Dépôt, les deux marques, les deux bannières fortes. Donc, passé quand même 4 ans sur le compte, mais du côté agence. Donc, de fil en aiguille, évidemment, là, j'ai fondé une famille, on s'est acheté une maison. Je me suis découvert une petite passion pour le DIY. En fait, j'en fais quand même beaucoup. Donc, je vis la marque, j'achète la marque. Donc, je pense que c'était juste une industrie qui m'a vraiment interpellé. Puis j'ai vraiment découvert cette passion-là sur le tard. Donc, quand justement après mon parcours en agence, j'avais le goût de faire le saut côté client. Donc, Rona, c'était ça, c'était une marque, une compagnie qui m'intéressait vraiment beaucoup. J'ai fait le saut chez Rona dans une drôle de période, le 2 mars 2020. Donc, 2 semaines après mon entrée, surprise, on a une petite pandémie qui est arrivée. Donc, ça a un peu quand même changé l'onboarding. Et ça a explosé pour vous, là? Et ça a explosé pour nous. Fait que c'est sûr que, tu sais, je vais dire que c'était plus facile dans un certain sens, étant donné qu'évidemment, tout ce qui était les magasins au niveau de la rénovation, au niveau du retail étaient ouverts parce qu'on était essentiel. Donc, ça a été quand même une période le fun. On était capable de quand même tester des choses qu'on n'avait pas eu le temps de tester dans le passé. Là, je pense juste du pick-up in store, des choses comme ça qui n'existaient pas vraiment avant ça. Fait qu'évidemment, je pense que beaucoup d'industries, de compagnies au niveau du retail ont dû s'adapter et changer aussi leur modèle. Donc, ça a été vraiment une période, oui, au niveau des ventes, puis au niveau de la business, ça a été très, très positif. Mais je pense même au niveau de l'équipe marketing, au niveau de comment qu'on opérait, on a été capable de aussi se pivoter puis s'ajuster. Apprendre, échouer, apprendre de ces échecs-là pour s'améliorer. Le portrait en 2020, quand j'ai joint, évidemment, c'est un portrait différent. Là, comme j'ai mentionné en début de podcast, on avait 3 bannières. Donc, c'est sûr que c'est quand même quelque chose à gérer.
on avait 3 types de magasins qui vendaient sensiblement les mêmes produits. Donc, c'est sûr que on avait Rona Renault Dépôt au Québec. Donc, il fallait éviter la cannibalisation. Il fallait essayer d'être le plus optimal possible dans nos stratégies. On ne voulait pas prioriser une marque versus une autre. On avait le même enjeu, le même challenge dans le Canada anglais avec Lowe's et Rona. Donc, c'est sûr que c'était une période quand même assez challengeante, surtout pour moi. Là, c'est la première fois que je travaillais sur un portfolio de 3 marques dans la même industrie qui vendent sensiblement les mêmes produits. Donc, évidemment, là, ça a beaucoup changé là, avec la consolidation du réseau à la marque Rona. Donc, on revient Rona coast to coast d'est en ouest. Donc, la situation, c'est sûr que ça a été une période assez charnière en termes de changement. Ça nous a beaucoup aiguillé aussi là, sur où est-ce qu'on est rendu maintenant. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, évidemment, comment qu'on voyait les marques, comment qu'on opérait le marketing à cette époque-là a beaucoup évolué aussi, là, même si ça fait juste 3 ans et demi, 4 ans. Donc, ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Donc, c'est ça. Donc, on est rendu une marque au Canada maintenant. Et parlons-en peut-être un peu. Donc, tu arrives en 2020, il y a bien entendu tout ce qui se déroule au niveau de la rénovation, au niveau de tout ce qu'on connaît avec la COVID. Donc, période folle, période incroyable en termes de vente, j'imagine pour vous, comme beaucoup d'organisations ont pu en bénéficier. Est-ce que déjà à ce moment-là, il y avait des réflexions que tranquillement, il y allait avoir une unification des brands? C'est à quel moment que ça a commencé tout ça? Sans divulguer les grands secrets, mais oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il y avait un virage qui s'annonçait pour différentes raisons. Donc, c'est sûr que la COVID a fait en sorte qu'on, comme je disais, on a pivoté, on s'est ajusté. Puis aussi, les opportunités de consolidation sont arrivées quand Sycamore Partners a fait l'acquisition de Rona, de Lowe's. Donc, à ce moment-là, ils ont décidé de vraiment consolider le réseau. Puis là, c'est vraiment là que je dirais que les gros changements ont opéré au niveau de comment qu'on approche le marketing. Évidemment, les investissements étaient concentrés ils sont toujours concentrés sur une seule marque, ce qui est un peu plus, je ne vais pas dire le mot facile, mais ce qui est un peu plus plus simple. Plus simple aussi, optimal. Donc, on sait qu'on a une marque à focusser et à regagner le cœur des Québécois et à bâtir dans le Canada anglais. Donc, on a quand même dépendamment de la région géographique, on a des objectifs un peu différents. On a un footprint qui est différent aussi avec l'historique. Ça fait 85 ans qu'on est au Québec. Ça fait peut-être une vingtaine, 25 ans qu'on est dans le Canada anglais. Donc, c'est 2 réalités complètement différentes, des opportunités complètement différentes aussi. Donc, c'est super enrichissant là, de vraiment attaquer ces marchés-là de façon différente selon les différentes stratégies là, implantées. Bon. Un des points qui est très intéressant qu'on a discuté ensemble, c'est la dynamique que vous êtes en train de changer chez Rona au niveau de votre marketing, on pourrait dire numérique. C'est-à-dire que pendant un certain temps, vous étiez très orienté. On ne peut pas dire que, mais une bonne partie de votre mix média était orientée sur du marketing de performance, qui est très normal pour beaucoup d'organisations. Tranquillement, un shift est en train de se dérouler de votre côté. Vous retournez peut-être à un marketing davantage de notoriété au détriment un peu du marketing de performance. Est-ce que tout ça se met en place à cause de l'unification des brands? Quelles sont les raisons? Quels sont les raisonnements derrière tout ça? Super bonne question. En fait, oui, je pense que l'unification des bannières fait en sorte qu'on a un travail à faire pour redorer la marque de Rona au Québec et encore une fois au Canada anglais, mais aussi avoir une approche un peu plus balancée. Puis on remarque en ce moment, là, puis ça c'est vraiment les efforts qu'on a fait cette année au niveau de la marque, on voit que tout ce qui est plus upper funnel ou vraiment au niveau de la marque a des impacts super positifs au niveau de nos campagnes de performance, évidemment au niveau de nos ventes en magasin, etc. Donc, on voit vraiment un impact positif à travers l'entonnoir de marketing. Donc, le fait d'être moins focusé sur le bas de l'entonnoir fait en sorte qu'on est capable les gains qu'on a en upper funnel sont vraiment positifs sur le bas de l'entonnoir, sur la performance. Je pense que la théorie nous le disait. On se l'est souvent fait dire au niveau théorique que ça devrait fonctionner un peu comme ça, mais là, en l'essayant puis en l'exécutant, on a vraiment vu des très beaux gains à ce niveau-là. Donc, oui, fait qu'on voit vraiment c'est ça. On voit vraiment du positif pour l'instant. Évidemment, là, au Québec, on veut redorer la marque de Rona. On a été pas aussi consistant qu'on aurait aimé être au Québec. Puis au Canada anglais, évidemment, on avait Lowe's et Rona. Lowe's est un peu plus la bannière qui était héros au Canada anglais. Donc là, c'est vraiment une super bonne opportunité pour augmenter la pénétration dans le marché du Canada anglais. Et peut-être j'aimerais analyser un petit peu ça avec toi. Donc, on dit que tout ce qui se déroule au haut du tunnel de vente a eu un impact positif. J'imagine que vous le calculez avec un lift des ventes en succursale parce que, corrige-moi si je me trompe, Louis-Philippe, mais
la majeure partie de vos ventes restent en succursale au moment où on se parle. C'est quoi? Au-dessus de 90% de ce que vous faites? C'est exactement ça. Fait que tout dépendant des catégories, fait que je dirais les ventes en ligne, c'est entre 6 et 10%, tout dépendant des catégories. Donc, c'est sûr que le brick and mortar, les ventes en magasin sont extrêmement importantes. Même les achats en ligne, les achats sont faits en ligne, mais on récupère le produit en magasin. Donc, ça reste quand même une expérience qui est très, très, très forte en magasin. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. On a évidemment là, des catégories comme le bois ou des catégories où on a des items qui sont très larges à être shippés. Bon, c'est un peu plus complexe à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que oui, les ventes sont principalement en magasin. Par contre, le web, c'est l'outil principal de nos consommateurs pour magasiner la comparaison de produits. Donc, évidemment, notre présence est super accrue aussi au niveau digital. Mais on a fait beaucoup aussi là, par rapport à l'unification des marques, on a fait beaucoup d'avancements aussi au niveau des technologies sur le site web. On avait un site qui est un peu, pour être très poli, qui est un peu vieillot, qui avait besoin d'amour. Donc, il y a eu des investissements qui ont été faits à ce niveau-là. Puis on voit déjà, là, au niveau des taux de conversion, on voit déjà des super belles améliorations au niveau du UX qui a été amélioré aussi. Le moteur de recherche qu'on vient de lancer. D'ailleurs, on a fait une super belle campagne récemment par rapport à ça. Pour le Québec, c'est un moteur de recherche où on a implanté des mots très dans le jargon québécois, là, mettons un César au lieu d'un Sazar. Fait que si on marque ces termes-là dans le moteur de recherche, mettons le produit, évidemment, là, apparaît. Donc, avant, on n'était pas là. C'était plus difficile au niveau du moteur de recherche. Donc, toutes ces améliorations-là font en sorte que notre e-com fonctionne mieux. Puis, je pense que les impacts de tous nos efforts au niveau de la marque font en sorte que quand on regarde, mettons, nos KPI de performance, on voit que les par clic descendent, on voit vraiment un impact à ce niveau-là. Donc, honnêtement, pour l'instant, là, ça va très bien à ce niveau-là. Et est-ce que ça impacte votre mix média? C'est-à-dire que c'est beau avoir la vision de se dire on va sortir un petit peu du marketing de performance pour aller davantage dans un marketing de notoriété. Donc, automatiquement, il y a des points tactiques qui vont être changés de comment on configure nos campagnes. Mais qu'en est-il du mix média? Est-ce que du jour au lendemain, vous avez investi drastiquement moins sur une plateforme pour recalibrer du budget ailleurs? Comment ça se met en place vraiment dans le pratico-pratique de bouger d'un marketing de performance à un marketing de notoriété? C'est une très bonne question. C'est sûr qu'on n'a pas fait un virage trop abrupt. On n'a pas passé de 0 à 100. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu plus graduel. Donc, je dirais 2023, on avait déjà commencé à commencer le virage, en fait, pour vraiment arriver en 2024 avec un positionnement plus clair au niveau de la marque. Donc, c'est sûr qu'en termes d'investissement, on avait un peu moins au niveau de la perfo, mais on avait un peu plus au niveau de la marque. Donc, on se balançait un peu plus. Évidemment, on n'a pas fait des changements qui étaient trop abrupts pour vraiment tuer tous nos learnings et nos résultats d'algorithme. Mais il y a eu différentes tactiques. Ici, le nouveau leadership aussi croit beaucoup à la marque aussi. Donc, ça, évidemment, ça aide parce que dans le passé, c'était souvent la marque. Parce que les investissements pouvaient peut-être être annulés là, si on voulait rediriger de l'investissement. Mais en ce moment, c'est vraiment le focus, c'est sur la marque. On va avoir une marque forte. Et encore une fois, on a pris le gamble d'opérer comme ça. Et évidemment, là, il y avait du data qui nous indiquait qu'on aurait probablement des bons résultats, mais notre pari en a voulu la chandelle. Donc, ça va bien en ce moment. Mais oui, c'est sûr que ça change vraiment l'écosystème de nos plans. Comme par exemple, cette année, on a lancé le Grand Chantier Rona, qui est dans le fond un remake de Ma Maison Rona qui était très populaire dans les années 2000. Donc, je pense que c'est la première, si je ne me trompe pas, là, émission brandée au Québec. Donc, évidemment, dans l'imaginaire des Québécois, c'était super fort. Donc, c'est des tactiques comme ça qui font en sorte qu'on redore la marque, qu'on est un peu plus présent dans l'écosystème. Puis évidemment, c'est quelque chose qu'on veut transporter au Canada anglais aussi. Intéressant. Bon, il y a beaucoup de gens, des directeurs marketing qui vont nous écouter aujourd'hui, des responsables marketing qui arrivent un petit peu à ce point d'inflexion où est-ce que le marketing de performance reste important pour leur entreprise. Mais bon, les coûts montent. On a besoin d'aller franchir un nouveau cap de croissance. Ce nouveau cap de croissance-là va venir d'investissements différents. Si tu avais à nous dire un peu les leçons, peut-être qu'il y en aurait 2 ou 3 que jusqu'à maintenant, tu as appris de ce changement-là, de cette modification-là que vous faites dans votre approche. Rapidement, qu'est-ce qui te viendra en tête et quel type de conseils tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent? Bien, je pense que ça ne sera pas une grande surprise pour personne, mais la mesure, c'est vraiment comment on mesure puis comment on évalue l'impact de tout ce qu'on fait. Il y a plusieurs façons de mesurer, il y a plusieurs outils de mesure, mais je pense qu'à un moment donné, on peut facilement se perdre là-dessus.
Je pense à un système d'attribution, comment on mesure l'attribution de chaque channel au lieu de regarder peut-être un peu le last click un peu. Donc, on essaie de regarder un peu la contribution de l'écosystème. Je pense que les MMM, c'est quelque chose aussi qui est utilisé, mais peut-être pas de la bonne façon. Donc, il faut trouver un très bon provider d'MMM pour être en mesure de donner peut-être des mesures prédictives aussi sur l'impact des investissements ou de comment on va attaquer certains marchés avec différents touchpoints. Donc, je te dirais, la mesure, c'est vraiment ce qui nous a guidés vers ce mouvement-là. Donc, première chose à faire, c'est sûr qu'on a vraiment les bons outils de mesure. Puis je pense aussi que ça va dépendre de la maturité ou de où l'entreprise est rendue dans son écosystème. Nous, évidemment, avec la consolidation, on avait une super opportunité de redorer la marque. Donc, c'est un peu normal qu'on voulait surinvestir à ce niveau-là pour revenir pour augmenter nos top of mind awareness, pour augmenter nos KPI de brand. Puis on a vu des impacts super positifs aussi au niveau de nos parts de marché. Donc c'est ça. Fait que, vraiment la mesure qui nous a guidés vers où on est en ce moment. Et évidemment, notre situation avec la consolidation a fait en sorte que c'était un passage obligatoire. Puis en ce moment, on voit que c'est super positif. Donc, ça fonctionne très bien. Intéressant. Comment tu vois un peu la suite pour 2025? Donc là, il y a eu beaucoup de changements qui ont commencé en 2023, qui se sont accentués en 2024. L'année 2025, c'est quoi? L'année de la confirmation, de la continuation? Comment vous mettez tout ça en place de votre côté? Il y a tellement de choses qui se trament en ce moment. Évidemment, je ne peux pas divulguer trop de choses, mais oui, on garde le cap, on veut garder le momentum. Fait que 2025, ça va être une année très charnière pour nous parce qu'on a fait beaucoup de travail de bras, si je peux dire, dans la dernière année et demie avec la conversion de tous nos magasins, avec les investissements qu'on a fait au niveau du site web. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Donc, une meilleure base, une très bonne base. Et là, 2025, c'est l'année où on va commencer à construire. Donc, évidemment, au niveau de la marque, ça va rester quand même un pilier très important. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. J'aimerais ça vous être en mesure d'avoir des primeurs à partager. On va devoir te réavoir sur le podcast. Vous allez devoir me revoir ou nous suivre attentivement parce que oui, on a des belles ambitions pour 2025 et 2026 et 2027. On a un plan 3 ans là, qui est très solide. Donc oui, c'est une continuité. On a fait une très bonne base en 2023 et 2024 là, pour essayer de régler le plus de choses possibles. Puis là, mettons notre base solide pour continuer à bâtir. Donc voilà, fait que ça va être excitant pour les prochains mois à suivre. On va suivre ça de près. Meilleur endroit pour vous rejoindre, Louis-Philippe? Ça peut être sur LinkedIn, pour Louis-Philippe Charland. Ouais. S'il y a des questions, c'est le meilleur endroit. Sinon, ça peut être sur les réseaux sociaux. J'ai le même nom aussi sur Instagram, sur Facebook. Donc, ça peut être à travers ça. Mais LinkedIn est une très bonne plateforme aussi s'il y a des questions supplémentaires. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Louis-Philippe, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Intéressant de voir le changement un peu qui se déroule avec Rona. On va suivre ça de près. On a bien hâte de voir ce que la suite nous réserve. Donc, je te remercie. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.